Bonjour, bonjour à tous, bonjour Bertrand qui vient de nous rejoindre. Je suis très heureuse de vous accueillir ce matin pour ce webinaire sans carte ni boussole, mais pas sans espoir ni solution. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir des personnalités pour parler du leadership. Alors, le leadership avec Isabelle Kocher de l'ERITS qui animera avec moi ce webinaire. Alors, Isabelle Kocher de l'ERITS est l'épouse de Marc de l'ERITS qui a écrit ce magnifique livre « Sans carte ni boussole ». Et elle a été la première femme dirigeante d'une entreprise du CAC 40, notamment avec Engie. Elle a travaillé, Isabelle, tu as travaillé chez Suez, où tu as pris aussi également la direction de la Lyonnaise des Eaux et tu as été directrice générale de GDF Suez en 2011. Et c'est toi qui nous as invités pour ce webinaire aujourd'hui. Bertrand qui nous a rejoint, tu étais toi directeur financier de la Société Générale et du Crédit Agricole, conseiller de Jacques Chirac pour l'Afrique et tu étais aussi directeur général de la Banque mondiale et fondateur aujourd'hui de Blue Like an Orange Capital. Hubert de Boisredon, bonjour Hubert, tu es actuellement le PDG d'Armor, qui est une très belle ETI française, un groupe industriel numéro 1 mondial dans son domaine d'activité assez technique. Tu as écrit aussi, et nous nous sommes retrouvés pour un webinaire avant, L'esprit souffle, suis-le, que nous avons pu commenter et sur lequel nous avons échangé en novembre. Certains d'entre vous étaient peut-être déjà parmi nous à ce moment-là. Et tu as cofondé avec Louis Faure qui vient nous rejoindre aussi, le cabinet EOTecum, cabinet d'accompagnement au leadership de dirigeants. Tu es également, Louis, executive coach et tu as eu une expérience aux Philippines d'entrepreneur pendant plusieurs années. Et enfin, Stanislas de Quercy. Stanislas, une figure du luxe en France. Tu as été notamment patron de Van Cleef & Arpels, et également de Cartier. Et aujourd'hui, tu accompagnes dans de nombreux réseaux de très belles sociétés et startups et de jeunes entrepreneurs. Alors, pour démarrer ce webinaire, je vais passer d'abord la parole à Isabelle Kocher de l'ERITS qui va nous parler de ce livre écrit par son époux. Merci Fabienne et bonjour à tous. Merci d'avoir créé cette opportunité, cette occasion. Bon, c'est pas tout à fait rien pour moi d'être devant vous, avec vous aujourd'hui pour parler de ce livre. Et merci à mes collègues et amis panélistes qu'on puisse faire cet exercice ensemble. Alors, ce livre, il est très singulier parce que d'abord, comme tout ouvrage, il a ses prismes, il a ses angles et ça va être notre challenge collectif de les faire ressortir. Et puis, il est très particulier parce que Marc, qui l'a écrit, nous a quittés exactement au moment de la sortie de ce livre. Un départ fulgurant par une maladie qui s'est déclarée et révélée en quelques jours et sans crier gare, nous laissant, nous, sa famille, ses amis, abasourdis et en même temps héritiers finalement, parce que nous voilà avec dans les mains quelque chose qui est par construction la pensée la plus aboutie de quelqu'un qui a pendant plus de 20 ans côtoyé des dirigeants dans le cadre de son métier de chasseur de tête. Alors il avait absolument horreur qu'on en parle comme ça de ce métier, parce que lui, sa vision de son métier, c'était qu'il était là pour développer des dirigeants et en aucun cas pour les chasser, ni les chasser au sens les faire partir, ni les chasser au sens les épingler, bref, développer des dirigeants. Et ces dirigeants, il en a connu d'un très grand nombre, travaillé de manière extrêmement étroite pendant longtemps, beaucoup de secteurs, beaucoup de géographies en Europe, mais aussi aux États-Unis, en Amérique latine. Et finalement, le sans carte ni boussole, c'est l'effort
de faire ressortir dans cette sorte de mosaïque ou de tableau impressionniste une réponse à une question qui vraiment obsédait Marc. C'était, qu'est-ce qui, pourquoi et en quoi les dirigeants qui vont réussir demain ne sont pas tout à fait les mêmes en moyenne que les dirigeants qui ont réussi hier. Voilà. L'effort de ce livre est là. Et c'est un vaste effort, c'est un exercice difficile. Et j'ai vraiment à cœur de continuer à le porter, cet effort. C'est mon témoignage à Marc, à l'amour qui nous lie, que de m'occuper de ce qui le préoccupait tant, le passionnait tant. Il y a mis énormément d'énergie, et tous ceux qui me connaissent ici voient très bien ce que je veux dire quand je dis ça. Et puis, ce sont des convictions, par ailleurs, que nous portions ensemble. Alors, plutôt que de chercher à vous faire un résumé complet du livre, ce n'est pas l'idée, je crois, je vais plutôt donner 3 coups de projecteur sur 3 points qui sont vraiment probablement les arrêts de vivre de ce qui nous préoccupe aujourd'hui. Pour répondre à cette question, pourquoi et en quoi les dirigeants qui vont réussir demain sont un peu différents des dirigeants qui ont réussi hier. Alors, partons d'abord d'un constat, si vous voulez bien, c'est que jamais le besoin de mouvement n'a été si important. C'est inédit. Le besoin de mouvement dans les organisations privées, les entreprises, dans les organisations publiques, dans la société en général. Prenons simplement la raison climatique, et on sait bien que ça n'est qu'une des composantes de la crise dans laquelle nous sommes. J'allais dire impasse, en tout cas la crise, oui. Prenons simplement cette dimension. À elle toute seule, elle impose, moi j'ai bien connu ça dans le domaine de l'énergie, elle impose un mouvement qui est inédit, absolument inédit par son ampleur. Il faut passer d'une infrastructure historique au fond, mais qui marche encore très très bien, à une infrastructure totalement renouvelée en matière d'énergie. C'est inédit par l'ampleur, c'est inédit par le rythme. Ce mouvement doit s'opérer en quelques années. C'est absolument... c'est une rupture très forte par rapport à tout ce qu'on a connu jusqu'ici, de ce point de vue-là de la vitesse. Et surtout, ce rythme n'est pas un rythme endogène. C'est un rythme qui est imposé par l'extérieur. C'est une contrainte exogène qui oblige à ce rythme. Au fond, quand je vous dis besoin de mouvement, en quoi est-ce que c'est nouveau? Il y a toujours eu du mouvement dans l'entreprise. Par définition, c'est vivant l'entreprise. Il y a des innovations qui sortent et elles déclassent des technologies précédentes. Ça, c'est la vie. Oui, sauf que jusqu'ici, ces déclassements avaient lieu parce qu'un des acteurs faisait émerger une solution nouvelle qui s'avérait plus efficace, plus intéressante. Et cette solution nouvelle déclassait toutes les autres. Évidemment, on créait pas mal de perturbations, faisait disparaître des acteurs, mais la solution nouvelle, elle était là. Elle était là, elle était prête à être implémentée. Ça, c'est un rythme endogène, normal, naturel du mouvement industriel. Ce qui se passe aujourd'hui est très différent. C'est-à-dire que le rythme auquel on doit bouger n'est pas du tout lié au fait que des solutions toutes prêtes à être mises en œuvre sont complètement disponibles. Non, ce besoin de bouger, il vient de l'extérieur, il vient d'une limite planétaire qu'on est en train de toucher gravement. Et ça change tout pour les dirigeants. Ça change tout parce que voilà, les dirigeants ont mis en situation de, au fond, se forger une conviction. À quelle vitesse bouger? À quelle vitesse dois-je me lancer alors que tout n'est pas prêt? Certaines technologies sont là, je peux les mettre en œuvre, mais la suite de la feuille de route n'est pas si claire. Donc, on voit que la dimension, et c'est mon premier coup de projecteur, une des caractéristiques du dirigeant de demain, c'est qu'il est capable de se forger des convictions. La question « à quoi est-ce que tu crois ?» devient au moins aussi importante que la question « qu'est-ce que tu sais faire ?» La question de cette capacité à faire émerger des convictions, et évidemment des convictions justes, c'est-à-dire justes parce qu'elles permettent de conduire à un monde plus soutenable et à une organisation, celle qu'il dirige, plus soutenable aussi. Donc cette dimension de conviction est absolument au cœur du métier de dirigeant de demain, beaucoup plus qu'avant.
C'est d'ailleurs amusant de constater qu'en anglais, il y a 2 termes pour évoquer celui qui dirige. Il y a le manager et le leader. Et pour caricaturer à l'extrême, le manager, c'est celui qui sait mettre en œuvre efficacement quelque chose, déployer une route, la mise en œuvre de quelque chose. Le leader, c'est celui qui montre un cap, qui montre un sommet à atteindre et qui embarque derrière lui. Et voilà là se dessiner quelque chose qui est vraiment une dimension qui est relativement nouvelle. En tout cas, l'ampleur de cette dimension est singulièrement nouvelle. Et finalement, si j'ajoute un commentaire là-dessus, si on regarde tous les ingrédients qui sont sur la table aujourd'hui, qui sont disponibles au fond pour nous tous qui sommes actifs dans le monde professionnel, il y a énormément d'argent disponible, vraiment énormément d'argent disponible, et on pourrait presque se dire qu'il y en a trop. Il y a une espèce de super liquidité qui n'est pas sans poser question aussi. Il y a beaucoup de technologies disponibles. C'est un inventaire dans le domaine du carbone que j'ai fait très souvent avec des spécialistes. Pour le catalogue des technologies zéro carbone disponibles est déjà très important et très loin d'être mis en œuvre encore. Donc c'est pas de ce côté-là que ça pêche. Bien sûr qu'il faudra continuer à développer les technologies, mais beaucoup sont sur la table déjà. En fait, l'élément le moins présent, finalement, c'est le leadership. C'est le leadership. Dans ce triptyque, argent, technologie, leadership, c'est le leadership, au sens où j'ai essayé de le dire, c'est-à-dire des gens capables de se dresser, dire non, mais on va aller là-bas et j'emmène mon organisation. Alors, c'est assez normal, parce que quand on regarde les règles du jeu en place, on voit bien que tout tire en arrière. Là, pour le coup, je l'ai expérimenté aussi très nettement, c'est-à-dire qu'au moment où vous décidez, ce que nous avions fait à l'époque, d'arrêter une technologie polluante, en l'occurrence le charbon, au fond, vous bravez les règles du jeu en place, parce que ces règles du jeu en place scrutent, parce que c'est leur définition du succès, scrutent la trajectoire immédiate de vos résultats. Par définition, quand vous arrêtez des centrales à charbon qui se trouvaient en plus être le métier le plus profitable de haut, bien vous abîmez vos résultats de court terme. Vous savez très bien pourquoi vous le faites, et vous savez très bien qu'à moyen terme, vous allez, y compris au plan économique, en tirer parti. C'est ce qui s'est passé. En 4 ans, on a délivré une très belle trajectoire, y compris boursière, même si ça n'était pas le premier indicateur sur la, sur la liste. Voilà, avec un retour sur actionnaire qui était excellent, qui était de 50% en 4 ans. Mais à court terme, on abîme le résultat et le cash flow et tout ce que les gens regardent. Donc, ça, c'est normal que dans ce triptyque argent, technologie, leadership, ce soit l'ingrédient finalement le plus rare aujourd'hui. Et c'est un challenge collectif que nous avons. On peut appeler ça capacité de sursaut humain, on pourrait le définir comme ça, ou capacité de surpassement. En tout cas, une liberté de se forger une conviction et l'exercice de cette liberté, c'est-à-dire le courage d'affirmer cette conviction. Premier coup de projecteur. Le leader est donc plus un leader qu'un manager et a comme caractéristique dominante qu'il sait se forger des convictions justes et les enrichir, les ajuster en permanence. Faire émerger un cap, une boussole pour son organisation. Et là, c'est mon deuxième point. L'alchimie entre le leader et son organisation qui est un édifice humain, évidemment. Pourquoi est-ce que c'est plus vrai qu'avant? On a vu que, ben oui, définition de cap et de conviction, c'est plus vrai qu'avant. Pourquoi est-ce que l'alchimie entre le leader et son organisation est plus sensible qu'avant? Pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas le dire avec autant de force? Mais il y a une caractéristique dans les crises dans lesquelles nous sommes, et je suis sûre qu'on est nombreux à avoir expérimenté cela, c'est que c'est extraordinairement complexe. Plein d'injonctions contradictoires. Il y a le carbone, oui, et puis il y a aussi le pouvoir d'achat. Et puis il y a la biodiversité. Et puis il y a donc une justesse à trouver sur la rapidité de transition.
Et pour reprendre l'exemple que j'ai connu vraiment de l'intérieur pendant des années, moi j'étais intimement convaincue, c'est de l'ordre de l'intime conviction au début, que ce groupe avait besoin de sortir de ces métiers carbonés dans lesquels il était champion du monde. C'était bien ça, le caractère absolument critique. Mais donc j'étais convaincue de ça, mais comment le faire? Quelle était la bonne vitesse? Sous quelle forme? Avec qui? En commençant par où? La réponse à ces questions dépend des situations une par une presque. Et les réponses ne sont pas identiques au Maroc, aux États-Unis, en Indonésie et, ou en Europe. Et au fond, l'intuition, vraiment, là aussi ça relève de l'intuition, l'intuition qui nous a, si j'ose dire, sauvés, ça a été de finalement décentraliser fondamentalement la réponse à cette question. Ce qui passe par mettre les meilleurs sur le terrain. Et à ce moment-là, on s'est lancé dans un très gros chantier de réorganisation, mais tout de suite, très vite, mettre les meilleurs sur le terrain. Alors, on dit comme ça paraît logique, évident, mais quand on regarde la trajectoire des gens qui vraiment gagnent de l'expérience, la tendance, c'est plutôt de les retrouver proches du corporate, j'allais dire du sommet, et pas forcément au plus près des situations. Nous, on a fait l'inverse. On a mis les plus hauts potentiels, le plus bas possible pour provoquer justement sur le terrain. Et avec une mission qui était de dire, voilà, essayez de définir autour de vous, là où vous êtes, le besoin critique non couvert que nous pourrions couvrir, avec nos savoir-faire ou des savoir-faire adjacents à nos savoir-faire. À l'époque, il n'y avait pas le concept de raison d'être. C'était bien avant la loi PAC, ce que je vous raconte là. Mais au fond, c'était ça. Mais c'était ça localement. Faites émerger votre mission, la mission possible pour Engie, là où vous êtes. Alors, ça a donné lieu à un gigantesque bouillonnement, gigantesque, avec ensuite, et ça, c'est pour le coup le travail du CEO, de faire circuler, mettre en commun, réfléchir tout le monde sur tout ce qui en est sorti, une espèce de kaléidoscope, arbitrer aussi aux bords et coins tout ce qui nous semblait vraiment éloigné, et finalement stabiliser quelque chose qui a été la raison d'être, on ne l'a pas appelé comme ça, on a appelé ça mission du groupe, mais qui avait, quelqu'un a pris une très belle image l'autre jour là-dessus, l'image du diamant, en disant mais une raison d'être c'est comme un diamant, il y a plein de facettes, et c'est toutes ces facettes mises ensemble qui forment quelque chose qui est extraordinairement solide. Et quand vous regardez bien un diamant en plus, hein, un diamant il est toujours monté tête en bas, je trouve que c'est une belle image, c'est-à-dire que dans la dynamique que je vous décris, en fait, le leader est celui qui missionne, vraiment, et d'une certaine façon, il est en dessous, c'est-à-dire qu'il supporte un exercice qui est réalisé par d'autres, et son job, c'est de faire en sorte que ces autres aient le maximum de liberté pour le faire. Donc ça dessine un leader qui construit une alchimie avec son organisation qui est radicalement différente du type d'efficacité qu'on a pu connaître dans le passé, et plutôt dans le domaine du management avec des processus. Vous voyez en quoi tout ce que je viens de décrire est un peu l'inverse. Il s'agit plutôt d'enlever le maximum de processus. Alors, vous voyez ce que je veux dire par là. Il faut évidemment garder une maîtrise de la qualité de ce qui est fait, mais libérer au fond, pas seulement l'exécution, la pensée, le discernement. Voilà, donc un leader qui, en fait, si on devait dessiner, serait dessiné tout en bas. Et vous voyez bien, quand vous demandez aux gens de dessiner une entreprise, ils vous la dessinent dans l'autre sens. Donc, mentalement, ce qu'on est en train de dire, c'est quand même un vrai renversement, assez copernicien. Deuxième point de mon propos. Et le troisième, c'est l'espèce de paradoxe que je suis en train finalement d'esquisser. C'est-à-dire qu'on a dit un leader qui se forge des convictions, qui a une vue large sur le monde,
forcément pour se forger une conviction sur qu'est-ce que c'est qu'un monde soutenable et quel cap, quelle boussole je fais émerger pour l'entreprise que je dirige. Donc, il y a derrière ça une notion d'ambition, de vue large. Marc parle de magnanimité dans son livre, au sens étymologique du terme, magna anima, c'est-à-dire grande âme, vue large sur les choses, et ambition large, premier point. Et en même temps, un leader qui se dessine lui-même tout en bas de l'organisation et qui supporte un fleurissement maximum. Et là, on n'est plus dans le registre de l'ambition, en fait. On est dans le registre de l'ambition pour les autres. On est dans le registre de l'humilité pour soi. Et c'est cet alliage si particulier entre ambition, magnanimité d'un côté, humilité, service de l'autre, qui probablement fera la signature des grands dirigeants de demain. Et vous voyez bien, au fond, j'ai essayé de nourrir ça, non pas par le fait qu'on peut se dire que c'est bien d'être comme ça, mais c'est la situation qui l'exige aussi. C'est la situation qui l'exige. Je trouve que là, il y a vraiment quelque chose de nouveau dans cette science, c'est que c'est une réflexion sur le leadership, non pas en soi, dans une notion simplement de développement de soi-même, mais aussi en réponse à la situation dans laquelle nous sommes, ces crises enchevêtrées dont il faut sortir par le haut. Alors, on ne naît pas leader, du verbe naître, on le devient. Et ce livre, Sans carte ni boussole, propose, et je fais un peu de teasing là, mais finalement, propose des chemins de développement de cet alliage si particulier, presque paradoxal, entre magnanimité, ambition d'un côté, humilité, sens du service de l'autre. Et pour lever un tout petit peu le voile, cette idée que en fait, la racine commune aux deux, la racine qui peut alimenter les deux conjointement, c'est le fait d'avoir une finalité hors de soi. Alors, certains parlent de transcendance. On peut parler de transcendance, ça revient à ça. En tout cas, une finalité qui est plus grande que soi, un but de vie qui nous dépasse. Alors, chacun va trouver sa réponse à ce qu'est cette transcendance. Elle peut être naturaliste, elle peut être autre chose. On est dans le domaine d'une espèce, au fond, on n'est pas loin du domaine spirituel au sens générique du terme, mais en tout cas une finalité hors de soi, au nom de quoi on est plus naturellement magnanime, parce que justement, on est porté par un dessein qui nous dépasse, et en même temps plus humble, parce qu'on est au service de ce dessein qui nous dépasse. Voilà la réflexion, tout petit peu soulever le coin du voile, le type finalement de développement auquel cette nouvelle vision du leadership amène. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là, simplement en concluant que c'est un chemin que je trouve passionnant. C'est un chemin passionnant parce que c'est un chemin qui revient finalement à faire... c'est un chemin profondément humaniste, on pourrait dire un humanisme vigoureux, en ce qu'il exprime de confiance dans la capacité de l'humain à rénover complètement son lien au monde, son lien aux autres et son lien à soi. Mais je m'arrête là parce que mon job, c'est juste de lancer le débat et que je rends l'antenne à Fabienne. Merci beaucoup Isabelle. Ce livre est vraiment passionnant. Moi, je l'ai dévoré. Il y a beaucoup d'exemples précis, concrets, tirés de toute l'expérience de Marc, de l'accompagnement de grandes entreprises, de grands dirigeants. Et je partirai peut-être par un premier point qui, en fait, Marc souligne dans ce livre que, quelque part, finalement, les canons de ce qu'est un grand leader ont probablement changé depuis ces 30 dernières années. On voit, et c'est particulièrement marqué par les nouvelles générations, il y a cette attente de quelque chose de plus horizontal, de quelque chose où ils sont plus autonomisés, impliqués et notamment liés au sens. Et du coup, le leader n'est plus simplement celui qui dirige dans un système top-down, c'est celui qui sait embarquer toutes les parties prenantes.
Il y a une phrase que j'aime beaucoup dans le livre de Marc, c'est quelque part aller de l'égo-système du leader à l'écosystème. Aujourd'hui, le dirigeant ne peut plus se contenter d'animer, de diriger une entreprise du haut de la pyramide, mais il doit tenir compte de toutes les parties prenantes de tout cet écosystème. Alors, je voudrais poser la question à ces personnes que tu as aussi voulu réunir autour de toi, qui sont des amis, qui pour certains ont d'ailleurs échangé avec Marc lors de la rédaction de ce livre. Selon vous, finalement, ces canons du leader, quels sont-ils aujourd'hui? Isabelle nous a parlé aussi de cette dimension de transcendance pour le leader, quelqu'un qui sait dégager du sens. Donc, je ne sais pas qui d'entre vous voudrait démarrer en disant, mais pour lui, quelles sont ces nouvelles caractéristiques du leader qui sont d'autant plus importantes qu'elles correspondent à un besoin dans le contexte actuel, dans le contexte très volatile, très incertain, où le cap n'est pas toujours évident et où on a besoin justement de ces cartes et de ces boussoles. Alors, j'aurais peut-être envie de demander à Hubert de démarrer, parce que c'était Hubert qui était notre invité d'honneur lors du dernier webinaire, qui a écrit un livre aussi là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses pour toi, Hubert? Quelles sont ces nouvelles caractéristiques du leader aujourd'hui, d'autant plus nécessaires que depuis 2 ans, on vit quand même dans un contexte particulièrement incertain et volatile? Mais moi, je suis très touché par ce qu'Isabelle nous a livré de sa pensée et de celle de Marc autour du leadership et du leader, parce que je pense que voilà, elle resitue bien les enjeux, c'est-à-dire en fait, je crois que le leader d'aujourd'hui ne peut pas ne pas être conscient des enjeux du monde et ne peut pas agir uniquement en fonction de canons anciens. Les canons anciens qu'on a appris, c'est voilà, tu réussis si tu maximises le profit de ton entreprise, en gros. Mais quelque part, ce qui se passe et les conséquences sur le monde autour, ce n'est pas trop ton affaire, c'est l'histoire des politiques de la fonction publique, etc. Or, aujourd'hui, on voit bien que tout est interconnecté, que les enjeux sont considérables, notamment celui du réchauffement climatique, des inégalités nord-sud, voilà, enfin, il y a le monde est en pleine ébullition. Et donc, le leader, et c'est ça qui me touche dans le livre de Marc, en fait, c'est qu'il n'hésite pas à aborder cette dimension qui est de l'ordre de l'être. C'est-à-dire, quand il y a quelque chose, un chapitre qu'il a fait, qu'il appelle « Prendre soin de l'invisible ». C'est-à-dire, être le leader doit être quelqu'un qui est visionnaire, c'est-à-dire qui voit les problèmes du monde d'aujourd'hui, mais qui nourrit en lui la vision de ce que le monde pourrait être. S'il était, j'allais dire, guéri, libéré, réconcilié, et qui met en place ce qu'il faut pour que ça advienne. Et ça veut dire que le leader doit être d'abord un visionnaire de l'invisible, un visionnaire de ce qui n'est pas encore advenu, et qu'il se sent un collaborateur pour que ça advienne. Et c'est là où je rejoins pleinement ce que dit Isabelle, c'est-à-dire être habité d'un idéal et d'une vision de plus grand que soi. Voilà. Enfin, c'est vraiment… mais ce que je veux dire, c'est que cette logique-là, elle est en contradiction. C'est pour ça que ce n'est pas facile. Elle est en contradiction avec l'exigence du court terme, qui est l'exigence notamment de l'économie et de la finance le plus souvent d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va demander à un dirigeant d'entreprise, ce que disait Isabelle, un résultat à court terme, une hausse de l'action à court terme, une augmentation de l'EBITDA à court terme, alors que cette vision de travailler dans l'invisible demande de faire des choix courageux pour le long terme. Je dirais, pour donner un exemple concret, Isabelle parlait de son choix de fermer les mines de charbon. Dans le cas d'Armor, par exemple, c'est le choix d'avoir lancé un vaste programme de transformation des panneaux solaires en fils photovoltaïques organiques. Il est évident qu'à court terme, ça dégrade la rentabilité de l'entreprise parce qu'on parle d'années de recherche, on parle d'une technologie de rupture, on parle d'une nouvelle technologie. C'est beaucoup plus facile de laisser le leadership photovoltaïque aux Chinois et de ne pas croire qu'on peut faire quelque chose. Mais ça veut dire aussi, du coup, pouvoir porter une conviction qui est que le monde a besoin de cette évolution technologique et du coup d'avoir aussi, de demander aux investisseurs eux-mêmes de renoncer à une rentabilité de court terme au nom de quelque chose de plus grand que simplement la finance et le gain de financier à court terme. Et je pense que pour moi, les leaders de demain, et c'est bien ça que je reçois du livre de Marc, c'est le leader de demain, c'est quelqu'un qui est capable de miser sur l'essentiel sans perdre le cap de ce qui est nécessaire pour qu'une entreprise réussisse, mais qui va mettre l'essentiel avant la maximisation de la réussite du court terme. Voilà, c'est ce que je dirais vraiment et qui me
encore une fois, qui me touche beaucoup, et c'est pour ça qu'on se rejoint autant par rapport à nous six. On partage cet idéal, et pour moi, c'est très fort. Ça me soutient également dans ma vie de dirigeant d'entreprise aujourd'hui. Merci Hubert. Alors, si on parle de finance, je ne peux pas m'empêcher de poser la question à Bertrand. Je me tourne vers Bertrand. La finance court terme, l'impact des investisseurs, qu'est-ce que tu en penses? Comment tu le vis, toi? Parce que tu t'es engagé justement à changer ça avec Blue Like an Orange. Écoute, merci Fabienne. D'abord, je remercie Marc qui nous réunit aujourd'hui. Je remercie Isabelle. C'est à la fois pas très facile et en même temps très heureux de prendre la parole après Isabelle et Hubert ce matin. J'ai l'impression que de mettre la finance dans le débat, c'est mettre un gros mot dans un débat qui s'est levé, mais on va essayer de garder la bonne hauteur. Moi, je crois qu'on est à un moment, et on le pressent tous, beaucoup de gens l'écrivent, en discutent, on est à un moment de bascule sur beaucoup de sujets à la fois. Comme il y en a eu quelques fois dans notre histoire, c'est particulièrement difficile pour nous occidentaux, parce que c'est aussi notre modèle qui était un peu le modèle dominant depuis 250-300 ans qui est remis en cause, y compris brutalement, comme on peut le voir en ce moment. C'est la question du changement climatique, c'est la question de nos relations sociales. Enfin, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui bougent, dont on a du mal à faire sens. Et c'est vrai qu'on est pris dans un corpus de règles qui s'imposent à nous, Hubert l'a rappelé, qui sont, et c'est vrai pour la finance comme pour l'ensemble des entreprises, les règles qui ont été posées il y a une cinquantaine d'années, simples, pour ne pas dire simplistes, de la maximisation du profit, qui devient le cœur de nos réflexions, qui s'est substitué à presque toutes les réflexions sur le management, le leadership. Maintenant, on voit vraiment la seule valorisation, c'est cette maximisation du profit. On voit qu'on arrive au bout de ce cycle, que le nouveau cycle a du mal à émerger, et c'est ce qui a été dit par Isabelle et Hubert, c'est comment est-ce qu'on sort du brouillard. Donc, on est dans une forme de brouillard, et dans le brouillard, il y a plusieurs attitudes, et c'est pour ça que moi j'ai adoré ce titre sans carte ni boussole, parce que c'est tout ce qu'on ressent confusément. C'était quand même très facile d'avoir un tableur Excel et de se dire je vais dans cette direction et je maximise. Ça, on sait tous faire ça, et c'est plus ça dont on a besoin aujourd'hui. Et c'est particulièrement dur pour les modèles financiers, qui sont la traduction complète. C'est ce qu'on rentre dans le système et on dit, voilà, on va faire un BP, on va faire tourner. Comme en plus, on est très doué, que maintenant les logiciels savent faire des analyses de sensibilité, on va dire, et si on bouge de 1%, de 2%, de moins 3%, et si on fait ci, si on fait ça, on fait des pages de dossiers, on passe ça au board et on regarde. Voilà. Donc, je pense qu'il faut qu'on change de ce modèle. On n'est plus un modèle où le leader, c'est un leader Excel ou PowerPoint. C'est quelqu'un qui nous amène dans la phase d'après. Et c'est très dur parce que c'est confortable, le système dans lequel on vit aujourd'hui. C'est extrêmement confortable. C'est comme dans les années 80, on disait je continue à acheter un ordinateur IBM parce que personne ne me le reprochera, parce qu'Apple, c'est un peu compliqué, c'est un peu nouveau. Et là, on continue à acheter l'ancien système parce que globalement, personne ne vous le reproche et on a du mal à basculer dans le nouveau système. Donc, dans le brouillard, vous avez des petits malins qui disent tant pis, c'est le brouillard, j'en profite. Comme disait Chuck Prince, le non regretté président de Merrill Lynch, tant qu'il y a de la musique, je danse. Bon, voilà, on continue. Vous avez une minorité de gens qui, malgré le brouillard, se disent OK, il n'y a pas de carte ou de boussole officielle, mais moi, j'ai mon compas, j'ai mes valeurs, je sais où je veux aller, et donc je continue à avancer. C'est ce que disait Hubert. Enfin, OK, ça, c'est un coût, c'est un investissement, mais je pense que comme tout investissement, il y a une rentabilité à venir. Ça ne peut être pas calculé exactement de la même manière que la rentabilité passée, mais c'est bien ça qui l'entraîne. Et puis, au milieu, il y a un peu tout le reste, qui sont les gens dans le brouillard qui disent j'avance précautionneusement un pas après l'autre, j'essaie de ne pas me faire prendre par la patrouille, mon risque réputationnel, mes clients, mes machins. Et c'est là que les nouvelles formes de leadership vont émerger. Et c'est là qu'il y a une responsabilité très forte individuelle des gens qui sont en situation de responsabilité. On ne peut pas se permettre de rester, alors qu'on est vraiment à un de ces moments charnières dans notre histoire collective, on ne peut pas se permettre de rester les bras ballants. Il y a une phrase, j'ai été biberonné et j'ai eu cette chance par Michel Cantu, qui a été patron du FMI au moment de la chute de l'Union soviétique et au moment de la crise asiatique. Et Dieu sait s'il s'est fait critiquer sur vraiment le FMI, etc. Et il m'a dit, bien sûr, je me suis fait critiquer et j'accepte parce qu'il a toujours cette référence à la fameuse phrase de Peggy, parlant d'Emmanuel Kant, qui disait « Il veut garder les mains propres et il n'a plus de mains ». Voilà, aujourd'hui, on veut garder les mains propres, on raison de brouillard, on attend que ça se passe, on dit « Brouillard va se dissiper, je n'ai pas de carte, pas de boussole ». Voilà, je fais les services minimums, ce que les anglo-saxons appellent lip service.
et je ne vais pas plus loin. Et je pense qu'il faut qu'on accepte de mettre les mains dans… Voilà, il ne faut pas se délecter dans la crasse, hein, ce n'est pas le message. Il faut accepter de se salir un peu, il faut accepter de prendre des risques, il faut accepter de faire cette espèce de gymnastique. On avait parlé, Fabienne, dans ton livre précédent, je crois, entre le court terme et le long terme. Il n'y a pas un méchant court terme et un bon long terme. Il faut, à court terme, c'est le pas qu'on fait chaque matin avec les équipes. Et il faut reconnaître que ce pas est important. Et en même temps, on fait plus facilement ce pas chaque matin parce qu'on voit où on veut aller à long terme. Et une espèce de dialectique court terme, long terme, elle est extrêmement importante. Et dernier point pour moi, qui est une anecdote que j'ai souvent citée, pardon pour ceux qui l'ont déjà entendue, mais pour moi, elle est extrêmement marquante. Pour revenir à ta question sur la finance, je me souviens, en avril 2008, on avait organisé à Paris, à l'Institut Montaigne, un colloque sur ce qui s'appelait encore la crise du subprime. C'était avant la faillite de Lehman Brothers. Colloque de très bon niveau, il y avait Jean Tirole et des gens comme ça, et il y avait Paul Volcker. Paul Volcker, pour les plus jeunes, c'est celui qui était le président de la Banque centrale américaine, la Réserve fédérale en 1980, et qui est crédité pour avoir arrêté l'inflation, et qui avait été rappelé de sa retraite par Barack Obama pour mettre de l'ordre dans les pratiques de Wall Street en 2008. Et donc, Paul Volcker est interpellé dans la salle par un banquier qui lui dit « Monsieur Volcker, vous êtes très critique avec les financiers. Après tout, on obéit aux règles du jeu dans lesquelles on est plongé. Donc, arrêtez de nous critiquer. Je veux dire, on fait notre boulot et c'est comme ça. C'est le système. » Et voilà. Et Volcker leur avait dit, ce qui était particulièrement impressionnant, y compris que c'est quelqu'un de très grand, il faisait 2,05 m, etc. Et avait dit, voilà, écoutez, je n'accepte pas plus en 2008 qu'en 1945 l'excuse de Nuremberg. Vous ne pouvez pas dire que vous ne savez pas. Vous, les financiers, vous êtes les plus diplômés, vous êtes les mieux payés, vous savez ce qui se passe, vous êtes en responsabilité. Ne me faites pas croire en plus que vous ne savez pas ce que vous faites. Merci. Il y a un silence dans les rangs et cette pensée n'a cessé de m'animer depuis. Je pense qu'il était magna anima, qu'il avait une grande âme. Et donc, pour moi, c'est très important dans ces moments de bascule de ne pas jouer les ignorants ou les idiots utiles. Il y a plein de formules, alors, tous les gens ont ces formules, et c'est ce à quoi nous invite Marc, c'est ce à quoi nous invitait Isabelle tout à l'heure. Bien sûr que ce n'est pas facile, il ne faut pas se dresser des lauriers de manière abusive et trop rapide. On insiste, quand ça change, il faut qu'on participe à ça avec beaucoup d'ambition et en même temps l'humilité, la modestie de savoir que c'est difficile, qu'on peut se planter. Quand on n'a pas de carte et de boussole, Isabelle disait, je crois, il faut montrer un cap. Tous ceux qui ont fait du bateau de la montagne savent que c'est rarement les lignes droites qui permettent d'aller au cap. Donc, on peut prendre des virages, on peut se planter, mais il ne faut pas perdre de cap. Merci Bertrand. Alors, Stanislas et Louis, vous voulez peut-être réagir aussi à cette question des canons du leader. Stanislas, tu l'as exercé dans tes différentes fonctions de président. Tu vois aussi maintenant les nouvelles attentes des jeunes, particulièrement dans le réseau Entreprendre à Paris. Quel est ton avis sur cette question? Les canons ont-ils changé? D'abord, on vit tous une période absolument fascinante et fabuleuse, donc on est béni des dieux parce que on n'était pas là en 1920 pour les premières années folles, on est là pour les secondes, on n'était pas là avec François Ier pour la première Renaissance, on est là pour les secondes. Et puis à la fois, Isabelle le dit bien, il faut tout réinventer. À la fois, on n'a jamais eu autant de tech, jamais eu autant d'argent, jamais eu autant d'esprit entrepreneurial, mais il faut le réinventer, et je dirais d'une manière très solidaire, parce que le pape a raison, Fratelli Tutti. On s'est tous 7,8 milliards rassemblés, hommes, femmes, seniors, juniors, européens, américains, asiatiques, africains, en disant qu'est-ce qu'on fait avec un Covid? Il faut faire un geste barrière, masque, vaccin, télétravail, très bien. Mais c'est qu'un entraînement, parce que maintenant, il y a le changement climatique où là, il n'y a pas de vaccin. C'est New York sous l'eau, Miami sous l'eau, le Bangladesh sous l'eau avec 100 millions de personnes. Il faut que chacun d'entre nous, sur la Terre, on passe de 12 tonnes de carbone à 2 tonnes de carbone. Donc, ce n'est pas marginal, c'est disruptif. Et donc, il faut tout réinventer. Et c'est vrai que le management, il faut aussi le réinventer. Je pense que globalement, ce qui est important pour les leaders d'aujourd'hui, c'est d'inspirer et d'empowerer. Inspirer, c'est-à-dire donner le sens, comme dit Lady Isabelle, mais le diamant, comme le sens du diamant, la beauté du diamant, mais aussi de dire quelles sont les valeurs de notre entreprise, quelle est la mission, quelle est la vision. Voilà, donc il faut vraiment inspirer, et en plus inspirer à la fois court terme et long terme. C'est-à-dire que Hubert le disait, le risque c'est d'être que court terme. Quand on conduit une voiture, on est code et phare. Quand on lead une entreprise, il faut à la fois être sur court terme, 22, qu'est-ce que c'est, le premier trimestre, mais aussi 27 dans 5 ans et dans 10 ans. Donc il faut vraiment faire court terme, long terme. Donc ça c'est l'inspiration. Et ensuite, l'empowerment, c'est-à-dire qu'il faut déléguer le maximum, faire monter les talents.
j'aime beaucoup ce livre de Marc parce qu'il dit dès qu'on a un job, il faut penser à la succession. Donc oui, on est là de façon intérimaire parce que globalement, on est sur Terre entre 5 secondes et 110 ans, mais donc on est là pour transférer et pour transmettre. Donc c'est vital. Et je pense aussi qu'il y a une prise de conscience que le leader doit être intègre, c'est-à-dire dire ce qu'il fait, faire ce qu'il dit. Dire ce qu'il fait, faire ce qu'il dit. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut rien tromper. Grâce au réseau, grâce à la transparence. Et donc, voilà. Et puis, j'aime tout à fait ce que tu disais, Fabienne, sur cette quote, cette citation de Marc. Il faut passer d'un écosystème à un écosystème. L'écosystème, c'est un peu Trump, me, I, myself, ok, c'est court, ça va dans le mur. Et l'écosystème, c'est global. Parce qu'en fait, quand on réfléchit, chacun d'entre nous doit prendre soin de lui. Le leader, il doit prendre soin de ses 4 races. On est tous actuellement sur une chaise, on a 4 pieds, c'est pour ça qu'on est stable. Et ben, les 4 races, c'est le corps, le cœur, l'esprit et l'âme. Donc, ça nous permet d'être solide. Et ensuite, l'entreprise aussi a 4 piliers, 4 races, et qui ne sont que des people. Les clients, ce sont des people. Les salariés, ce sont des people et des talents. Les investisseurs, c'est des people. Et la terre, c'est 7,8 milliards de people avec des suppliers, des distributeurs, etc. Donc, c'est essentiel de se tourner vers l'homme. Et ce que je trouve très intéressant, parce que sans carte et boussole, en fait, les Anglais disent uncharted territories. Mais uncharted territories, très souvent, de génération en génération, on le fait. En 1492, c'était la découverte de l'Amérique. Vous avez vu le One Nation Summit la semaine dernière. On va essayer de découvrir le fond de la mer qu'on ne connaît pas encore. Chacun d'entre nous, dans son chemin de vie, il passe de dizaine en dizaine, chaque dizaine est une uncharted territories, parce que la première fois qu'on a 10 ans, 20 ans, 30, 40, 50, 60 et 90 et 100. Donc voilà, et de même quand on vit en couple, la première fois qu'on se découvre, qu'on vit ensemble, qu'on s'engage, et puis après 10 ans, 20 ans, 30 ans, donc tout ça c'est uncharted territories. Et pour ça, on a besoin de repères. Moi, j'adore la marine. J'étais dans le service militaire marin. J'ai fait beaucoup de bateaux et j'ai fait en porte-container Marseille-Singapour. Et donc, en bateau, on a besoin, comme les disait Bertrand, de phares, de balises. Et les phares et les balises, c'est essentiel. C'est pour ça que j'adore ce livre de Marc, parce que c'est un phare important. C'est une relecture. Marc a fait la relecture de sa vie. Donc sans carte ni boussole. De même, le livre d'Hubert de Boisredon, L'esprit souffle, suiveux. Hubert fait une relecture de sa vie. Et aussi un autre livre très intéressant, c'est Hubert Joly, L'entreprise, une affaire de cœur. C'est aussi très intéressant parce que c'est 3 leaders qui relisent leur vie. Quelles sont les réussites, les échecs, quelles sont leurs suggestions. Et je pense que c'est essentiel aujourd'hui pour un leader de relire sa vie personnelle, sa vie d'entreprise, et de relire avec son COMEX, avec toute l'équipe, et d'apprendre à toutes ces équipes, de dire relisez, apprenez, qu'est-ce que vous avez réussi, qu'est-ce que vous avez appris. Et je trouve ce qui est extraordinaire c'est les citations de Marc que j'ai notées. Il y a les êtres humains ne naissent pas une fois pour toutes à l'heure où leur mère leur donne le jour, mais que la vie les oblige de nouveau et bien souvent à coucher d'eux-mêmes. Marie de Henzel a dit une vie pour se mettre au monde, c'est ça. Le leader, il a une vie pour se mettre au monde en tant que leader. Autre quote de Marc, une étude récente, Leadership, fait ressortir que 2 composantes sont essentielles pour le futur, l'inclusion et l'innovation. Les dirigeants porteurs d'avenir ont des compétences, bien sûr, un savoir-faire, mais ils ont aussi et surtout les qualités humaines, un savoir-être. Donc, il est important pour l'entreprise d'avoir un savoir-faire, un faire savoir, et pour le leader, un savoir-être. C'est essentiel. Et puis, l'entreprise ne se résume pas à la réalisation de profits, elle a une dimension sociale, elle a une dimension environnementale. Donc ça, c'est essentiel. Et puis, il faut aligner le quoi, le pourquoi, le comment, le qui. Pour avoir un beau diamant comme Isabelle le veut, il faut 4 très belles facettes. Why, what, how, who. C'est essentiel. Et puis, transmettre, cultiver les talents, ça me semble fondamental parce qu'il faut passer d'une société de consommation à une société de transmission. J'adore cette idée de Marc de dire que quand tu prends un job, dès le premier moment, tu dis comment je vais le transmettre. Moi, je trouve ça essentiel. Et donc, le leader de demain, c'est celui qui sait déceler, faire grandir les talents au sein de son équipe.
c'est essentiel, c'est vital. Et donc, on est vraiment dans un monde collectif. Merci Stanislas. Alors, j'aurais envie, parce qu'on a parlé de transmission, j'aurais envie de poser une question à Louis, parce que je sais qu'avec Eotecum et avec Hubert, vous intervenez notamment à HEC. Toi-même, tu as été diplômé d'HEC. Alors, je ne veux pas du tout te cantonner à la question des nouvelles générations et particulièrement des plus jeunes. Tu accompagnes aussi des leaders de tout âge. Quelle est ta vision justement de ces canons du leadership? Et puis, quel est ce que toi, tu as envie de transmettre, notamment à HEC? Merci Fabienne. Bonjour tout le monde. Bonjour les amis. Merci Isabelle aussi d'être là. Merci pour cette belle introduction. Par rapport à cette question, alors déjà, je pense qu'on redescend un petit peu. Stanislas, tu nous as envoyé la sauce là. Il y avait beaucoup de matière. J'espère qu'on a, pour souffler un peu, je ne vais pas en rajouter non plus. En tout cas, moi, dans tout ce qui s'est dit, déjà, je trouve qu'on peint un tableau. Alors, certains le disent dans le commentaire, je suis assez d'accord, ce n'est pas un tableau nouveau, mais il y a une question d'urgence, de facteurs exogènes. Qu'est-ce que nous, on a à faire aujourd'hui? Et je crois, et là, je rejoins Marc, il parle d'une pratique. Et vous voyez, là, je n'ai pas dirigé une entreprise comme les 4 autres membres de ce panel. Et pourtant, les leviers de leadership que j'essaie de mettre en œuvre dans ma propre vie sont les mêmes que quand on travaille avec une équipe. Et en ce sens-là, pour moi, il y a un effet systémique. Tu vois, Hubert, tu parlais d'avoir une vision du monde, d'aller dégrossir l'inconnu et de commencer à y aller. Et en fait, ça veut dire déjà une vision de l'inconnu pour sa propre équipe et pour soi. Quelqu'un parle de leadership de soi, on est bien d'accord. C'est comment moi, déjà, j'apprends à me projeter dans un inconnu, déjà pour moi. Et comment ensuite, j'entraîne mon équipe, petite, grande, les employés d'une entreprise du CAC 40, comme là, mon COMEX, comme là, mon équipe plus réduite encore de proches, comment j'avance déjà là dans un inconnu. Et je crois que ça commence là. Il y a toujours la question de comment on avance. C'est dur d'emmener la masse, qui sont ces 7 milliards et quelques d'êtres humains, vers un inconnu. Et donc, ça commence par nous-mêmes. Et en fait, ce qu'on essaie de faire avec HEC, en quelques mots, en fait, on a été approché il y a quelques années par la chaire Purpose for Leadership, qui a été créée notamment avec Hubert Joly, Hubert et moi, en disant c'est intéressant ce que vous vivez tous les deux. Vous avez 30 ans d'écart, Hubert et toi, Louis, vous vivez un certain accompagnement réciproque, vous êtes toujours plus fidèles, toujours plus aller dans l'inconnu, justement, parce qu'on a besoin de l'autre pour le faire. Est-ce qu'on pourrait mettre quelque chose en œuvre de cet ordre-là avec nos étudiants? Et donc, on a créé un programme, en fait, où je les accompagne pendant 18 heures avec un ami qui facilite avec moi, sur un travail sur comment on prend déjà la distance par rapport aux images de succès. Isabelle, tu parlais de succès. Effectivement, je crois que c'est central. Si notre regard il est tourné vers une ambition d'une autre époque qui est liée à tout un système de court terme, tout un système d'apparence, eh bien, il ne peut pas y avoir de fécondité, il ne peut pas y avoir de transcendance. Elle n'a même pas la place pour rentrer cette transcendance. Donc, on doit déjà prendre de la distance par rapport à ça. Et je suis assez frappé de voir comme ces jeunes, en dernière année d'école, ils ont 22, 23 ans, sont sous une pression énorme, mais monumentale, de très vite trouver quelque chose, de trouver quelque chose qui est parfait dès le début, qui coche toutes les cases, et en même temps, ils sentent qu'ils sont insatisfaits. Voilà, donc on fait un travail avec eux pour essayer de prendre de la distance par rapport à ça, aller écouter ce qui les anime vraiment, et en fait se tourner du coup vers cet inconnu, cet invisible. Attends, si je suis vraiment ce que je veux, par rapport à ce que j'avais prévu comme plan depuis parfois quelques années, ça me met face à l'invisible. Et c'est absolument tétanisant. Et on le vit tous. Donc comment, dès très jeune, dès l'école, mais moi je pense qu'on commence beaucoup plus tôt que ça, on apprend à se mettre dans cet inconnu pour, comme disait Marc, renaître. Il n'y a pas de renaissance s'il n'y a pas un moment se tourner vers cet inconnu, accepter de perdre peut-être ce que j'avais anticipé de faire, prévu de faire, pour y aller. Et voilà, en quelques mots, moi, je suis là aussi pour témoigner de ce que ça a apporté dans ma vie. Je pense d'essayer d'appliquer un leadership de ce style-là, de me laisser bousculer, de me laisser déplacer. Et aussi, c'est une question de pratique. Et avec Hubert, on a une pratique. Et on introduit les leaders qu'on accompagne aussi dans une certaine pratique, encore une fois, car c'est difficile. Je ne crois pas que ce soit inné, effectivement, comme dit Marc. Mais c'est une pratique. Comment, là, maintenant, dans la conversation que j'ai avec mon collaborateur, comment je me mets au service de ce qui est en train d'émerger dans la conversation, même si ce au service passe par des émotions,
passe par reconnaître que je ne sais pas, passe par demander pardon. Comment j'ose lâcher un moment peut-être l'image que j'ai de celui qui gère, qui a la réponse, pour permettre que quelque chose d'autre émerge. Et là, il y a une prise de risque. Et ce qu'on croit, c'est que cette prise de risque, tu parlais, Emmanuel, dans les commentaires, comment t'entraînes des actionnaires dans une boîte cotée, c'est énorme la prise de risque dans ce cas-là. Mais donc, comment on apprend beaucoup plus tôt, dès l'école, dès plus avant encore, à faire cette prise de risque-là, plein de petits pas de courage, qui fait qu'à terme, on arrive dirigeant d'entreprise avec une capacité à lâcher beaucoup plus gros encore, à risquer beaucoup plus gros encore, au nom d'un idéal qui s'est forgé d'une expérience et qui s'est aussi, comme tu le disais Isabelle, qui émerge d'un collectif de personnes sur le terrain qui écoutent des besoins et qui forment une conviction, comme dit Marc. Et là, au nom d'une valeur du coup plus haute, qui n'est plus le regard de l'autre, qui n'est plus la validation, mais qui est quelque chose qui transcende tout ça, et bien là, j'ose prendre des pas fous, comme de fermer les centrales à charbon et devoir discuter avec le gouvernement indonésien, etc., c'est quand même fou. Et bien là, je suis capable de le faire. Voilà. Je trouve, Louis, tu touches un point important et là, j'ai envie de faire réagir nos invités aujourd'hui sur cette question-là, parce que finalement, quand on est leader, on est prêt à prendre des risques, on est appelé à servir plutôt que de se servir. Ça peut être parfois des expériences très difficiles. Je crois que chacun d'entre vous et d'entre nous, je m'inclus aussi, on a vécu des passages difficiles parce qu'on pensait qu'il y avait un intérêt supérieur à faire passer avant notre intérêt personnel. Et là, j'aurais envie de vous poser une question peut-être plus intime, plus personnelle, et peut-être vous demander de me citer un exemple où vous avez vécu quelque chose de difficile, où vous avez peut-être dû faire passer un intérêt général avant votre intérêt personnel, mais qui a fait que vous êtes ce leader-là aujourd'hui. Avoir du courage, quelque part, c'est ça, c'est ce courage d'être soi, ce courage de non pas se servir personnellement, mais servir avec un grand S. Est-ce que vous pourriez me donner un exemple d'un moment où vous avez dû peut-être passer après l'intérêt général, vous faire passer après l'intérêt général, mais pour faire grandir le collectif, grandir le bien commun, et du coup prendre un risque en tant que leader. Une forme de courage qui n'est pas toujours évidente, et surtout quand on est patron d'une boîte du CAC 40. Alors là, je vous interroge. Là, je vous laisse la parole. Qui voudrait partager cet exemple? Moi, je viens parler d'une épreuve qui m'a changé. C'était une épreuve de ma vie personnelle. C'était avec Anne-Sophie, mon épouse, on a perdu notre premier fils, Alban, d'une mort subite du nourrisson à 8 semaines. Et quand on l'a enterré, c'était un choc évidemment violent. Et le curé d'Ars, quand on l'a enterré, a eu cette phrase incroyable. Il a dit Alban, il a été aimé, il a réussi sa vie. Ça m'a bouleversé, j'avais 30 ans. Je me suis dit, réussir une vie, c'est aimer être aimé. Donc, ce n'est pas simplement savoir lire, écrire, compter, marcher ou son bonus à la fin de l'année. Et donc, j'ai trouvé ça très intéressant. Ça m'a branché sur une vie plus spirituelle. Donc, au long de ma vie, j'ai fait un chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, 1800 km, 2 mois et demi avec mon épouse. Et après, on était fait un autre pèlerinage bouddhiste, cette fois-ci dans l'île de Shikoku, le tour de l'île de Shikoku, découvrir et prier dans 88 temples bouddhistes en haut des montagnes. Et je pense que c'est important de dire, quand on relit sa vie, c'est bien de regarder code, phare, mais aussi le ciel, de regarder le ciel. Parce que le ciel, c'est éternel. Donc, ça permet d'avoir une meilleure dimension et je pense que ça permet de relativiser et ça aide énormément à passer d'un écosystème à un écosystème et de penser que tutti fratelli, on est tous humains et donc voilà, c'est fondamental. Merci Stanislas. Oui, moi je veux bien continuer. J'ai deux exemples qui me viennent comme ça, c'est des exemples où j'ai perçu que pour le bien de l'œuvre, il faut savoir se retirer et savoir renoncer à son ego, en fait. La première, c'est quand je dirigeais cette banque de microcrédit au Chili, à un moment, j'ai vraiment perçu que la réussite ne serait pas que je la dirige à vie, mais serait que ce soit des Chiliens qui en prennent la direction. Et ça supposait un moment d'être capable, alors que j'avais co-créé cette banque qui pour moi, c'était toutes mes tripes qui étaient dedans, en fait. À un moment, j'ai perçu qu'il fallait que je me retire pour faire grandir et permettre à ceux qui, notamment les Chiliens, c'était leur pays, puissent prendre la place. Mais évidemment, c'est un peu une mort à soi-même qui n'est pas facile. Et chez Armor, encore récemment, je me suis rendu compte que pour faire évoluer une des activités d'Armor, il fallait que j'accepte
d'être capable de ne plus la diriger directement pour permettre une transmission et en fait pour que l'œuvre grandisse. Et ce qui n'est pas facile, c'est que ces passages-là nous font forcément, et c'est une chose qu'on a beaucoup travaillé avec lui, notamment dans ce compagnonnage qu'il décrivait, mais c'est qu'on bute sur notre ego, parce que notre ego a envie de nous fait dire, en fait, on est indispensable, on a envie de diriger, de maîtriser, voilà, et accepter quelque part de mourir d'une certaine façon pour que l'œuvre grandisse. Pour moi, ça, c'est vraiment le summum du leadership, en fait. C'est vraiment, pour moi, le grand leader, c'est celui qui est capable à un moment de s'abstraire lui-même de son pouvoir pour finalement transformer la réalité plus que s'il la dirigeait lui-même ou la contrôlait lui-même. Donc, il y a un peu un acte de confiance fondamentale qui est pas évident, mais qui en fait donne beaucoup de satisfaction quand on accepte de traverser ces peurs finalement de ne plus être aussi important aux yeux des autres à un moment donné pour quelque chose de plus grand que soi. Moi, si vous me permettez, j'ai une multitude d'exemples difficiles. J'ai été dans deux grandes organisations en particulier, le Crédit Agricole et la Banque mondiale, qui sont des organisations éminemment politiques aussi, très compliquées, avec toute une série de jeux d'influence, etc., qu'il n'est pas besoin de commenter ici. Et j'ai été dans ces organisations des moments de crise. La crise du subprime, la crise grecque dans le cas du Crédit Agricole, et le blues après la crise mondiale de 2010 à la Banque mondiale, qui arrivait épuisée et qui ne savait pas se réinventer. Et c'est vrai que j'y suis arrivé un peu crânement en disant, bah voilà ce qu'il faut faire, j'ai que ma réputation, je ne veux pas me mettre en risque et je veux avancer dans un environnement qui était difficile. Et dans les deux cas, ça s'est fini comme ça s'est fini, et c'était pas simple. Mais pour être beaucoup plus concret, j'ai des moments que j'ai raconté souvent à mes étudiants en leur disant, il y a des moments où les décisions sont importantes. On prend plein de petites décisions qu'on prend sur des bases techniques tous les jours, et puis il y a de temps en temps des décisions qui marquent. On sait que c'est pas simple, on dort pas très bien la nuit d'avant, et on se dit… je vais vous en citer, j'en ai plusieurs au Crédit Agricole, mais il y en a une en particulier qui est très claire. On avait une filiale en Grèce qui s'appelait Emporiki. Évidemment, inutile de vous rappeler, même pour les plus jeunes, la crise grecque, d'avoir une banque en Grèce en 2008, 2009, 2010, ce n'était pas une très bonne idée. Ça coûtait très cher. Tension interne extrême, on était préoccupé par le subprime, pas par la Grèce. Mes équipes m'alertent et me disent, Bertrand, la Grèce va finir par nous coûter 1 milliard. Au total, ça a coûté 10 fois ça. Mais à l'époque, on ne voyait pas bien et il faut s'en occuper. Donc, je commence à m'intéresser au sujet, on nomme un nouveau dirigeant là-bas et le gars m'appelle et me dit, voilà, j'ai une super idée, on va acheter de la dette grecque. Aujourd'hui, ça paraît évident. Il me dit, voilà, c'est super, on achète de la dette grecque, elle sera payée 7%. Et puis moi, je la refinance à la BCE à 1%. Si j'achète 3 milliards, tu vois, ça fait 6% fois 3 milliards, 180 millions. Avec ça, je paye la restructuration. Je n'ai même pas besoin de ton aide. Et moi, je suis un peu mal à l'aise. Je me dis, oui, c'est vrai que ça paraît trop beau pour être vrai, quoi. En fait, c'est comme ça que ça marchait. C'est bien comme ça que ça a pété 1 an plus tard. Et je lui ai dit, écoute, non, ce n'est pas ton job. Ton job, c'est de t'occuper de redresser la banque. Ce n'est pas de faire du casino avec la dette grecque. Ce n'est pas ce qu'on fera. Et il me dit, mais tout le monde fait ça. Je dis, précisément, ça me pose un problème. Et donc, c'est vrai que je me suis opposé à ce qu'on fasse ça. C'était difficile, les gens ne comprenaient pas. Tout le monde le faisait. Dans la finance, il y a un côté grégaire que vous connaissez tous. Voilà. Et donc, ça, c'est une décision qui était très difficile. Je me suis dit, non, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Ce n'est pas notre métier. On n'est pas au casino. Et même si ça marche sur tableur Excel, pour continuer ce que je disais tout à l'heure, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Et j'ai 3-4 exemples comme ça de décisions où vraiment je me suis opposé. Et je dis toujours aux étudiants, faites gaffe, ne vous laissez pas enfermer par la routine, ne vous laissez pas enfermer par tout le monde fait ça, ne vous laissez pas enfermer par le côté, voilà, on est tous sur une espèce de… On avance sur notre air et ce n'est pas grave. Il faut savoir dire non de temps en temps et le dire en prenant ses risques. Et bon, voilà, après, la suite de l'histoire a été compliquée pour moi, mais je ne regrette pas. Voilà. Autre décision, pardon, complètement micro cette fois dans le cadre de Blue Like an Orange, donc le fonds d'investissement que j'ai créé et qui investit dans les pays émergents. On se pose très régulièrement des questions difficiles parce que c'est des zones grises. On arrive, comme je le dis parfois, comme les bobos de la planète qui disent les gars, voilà, c'est très simple. Nous, on a cherché la lumière pendant 200 ans, on l'a trouvée, on va vous expliquer comment ça marche. Plus compliqué que ça. Et on regardait un dossier agricole. Entreprise, transformation de matières premières agricoles, peu importe.
On travaille, enfin, plutôt belle entreprise, payant les gens au-dessus du salaire minimum, assurance santé, enfin vraiment tout bien. Simplement, dans le travail de due diligence, on s'aperçoit qu'ils s'approvisionnent auprès de fermes et que, par sondage, certaines de ces fermes, il y a des enfants. Immédiatement, travail d'enfant. Donc là, ça, c'est très, très mal vu de tous les pays du monde, de l'Europe, etc. Et donc, on a une détention interne assez forte. Quand on lit les textes, on est obligé d'arrêter de travailler avec eux. Mais mes collaborateurs qui sont locaux disent « Attendez, si on n'est pas capable de faire ça, nous, on s'en va. Ça n'a pas de sens. Enfin, à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait ?» Et évidemment, le débat se tourne, les gens se tournent vers moi. Disant, toi, Bertrand, au fond, parce qu'on n'est pas d'accord, tu veux faire quoi? Moi, j'aurais bien aimé qu'ils se mettent d'accord sans moi, parce que je n'étais pas très à l'aise dans cette affaire. Et à un moment donné, c'est là que j'ai fait appel de nouveau à cette citation de Peggy. Je leur ai d'ailleurs cité Peggy, que personne ne connaissait évidemment autour de la table. Et je leur ai dit, si, il faut qu'on trouve une solution. On ne peut pas juste se laver les mains en disant, tant pis, voilà, nous, on sera content, on n'aura pas aidé ces gens-là, mais au moins, on sera propre, et tant pis pour eux. Trouvons une solution. Et on a commencé à travailler avec l'entreprise pour voir comment on peut faire en sorte que les enfants aillent à l'école, qu'ils ne soient pas exposés aux matières dangereuses, etc. Et après, j'ai vendu ça à mes investisseurs, parce que ce n'était pas simple non plus pour les investisseurs en Europe de se dire, on a investi avec Bertrand qui nous fait de l'impact, et en fait, il nous fait du travail d'enfant. Enfin, je vous la fais court, vous pouvez détruire le travail d'une vie. Là. Et donc, on a eu tout un travail pédagogique, et je me suis senti soulagé d'avoir fait ça. La réalité, c'est que ce n'était pas simple, c'était à mon petit niveau, mais c'est ma boîte, j'ai mis tous mes sous là-dedans, ma réputation, etc. Donc, c'était un truc existentiel. Ce n'était pas une décision technique sur un gros paquebot. Et là, c'est vrai que voilà, je me suis dit, au fond, à quoi on sert si on n'est pas capable de trouver des solutions? Et j'espère que ça va marcher, je ne suis pas sûr que ça va marcher. Mais voilà, donc, je veux dire, c'est à la fois dans du très gros macro, comme est-ce qu'on achète 3 milliards de dettes grecques, oui, non, ce qui peut être une décision peut-être un peu technique, ou est-ce qu'on fait ou on ne fait pas? Merci, merci Bertrand pour ces exemples très, 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 très vrais et très sincères. Alors, est-ce que… bon, Isabelle, j'imagine, et Louis. Moi, j'écoute tous ces exemples avec beaucoup d'intérêt. Enfin, je vois bien en quoi un certain nombre de décisions stratégiques nous exposent tous parce que justement un certain nombre de convictions nous guident et prennent le dessus. J'allais dire, il y a aussi le quotidien, c'est-à-dire que le seul fait de dire qu'on ne sait pas, le seul fait de dire qu'on ne sait pas, d'une certaine manière, c'est un acte de leadership. C'est pas si simple en réalité. C'est pas si simple parce qu'on attend du leader qu'il sache. Voilà. Ça fait partie du portrait robot du leader auquel on est habitué. Et moi, je me souviens très bien, il y a de nombreuses années, au moment donc où ce mouvement que j'ai décrit tout à l'heure s'est esquissé, j'étais sous une très forte pression de dire très vite c'était quoi le plan de l'entreprise. J'ai senti que finalement, mon devoir, c'était de ne pas répondre. Non, mais écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas. On va faire émerger ça. Alors, on a fait émerger, on s'est organisé pour. Hein. C'est pas qu'on a attendu que ça vienne tout seul non plus. Mais j'ai trouvé que dire je ne sais pas est quelque chose qui n'est pas facile. Ça n'est pas facile. Marc, dans ce livre, 104 000 boussoles, évoque un leader qui est l'anti-Robocop. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que il y a dans le leader de demain, celui qui va réussir à trouver le chemin et à dégager l'essentiel, hein, dont parlait Bertrand tout à l'heure. C'est un leader qui effectivement ne répond pas du tout au portrait robot, un peu l'image d'Épinal d'un patron ou d'une patronne qui sait tout sur tout, et qui d'ailleurs parle tout le temps. Donc, au quotidien, il y a des gestes de leadership au quotidien qui sont de pouvoir dire je ne sais pas, et on va demander à quelqu'un qui en fait est mieux placé que moi, systématiquement choisir des gens plus forts que soi, veiller à ce que le temps qu'on passe avec quelqu'un ait un plus grand temps d'écoute qu'un temps de parole, c'est des trucs tout simples, mais qui, je pense, sont de bons, voilà, aussi d'assez bons KPI, hein, pour tirer les bords dont on a parlé. Il faut aussi des indicateurs sur la façon dont les voiles sont, les spies sont tendus pas. Voilà des points de réglage qui me paraissent en fait pour chacun d'entre nous assez simples à observer et qui je pense, sont
sont les petits pas de leadership qu'il faut qu'on fasse tous. Mm. Alors, je ne peux pas m'empêcher d'ajouter quelque chose qui est un point que je trouve absolument fondamental, mais qui ressort de ce que vous avez dit aussi, qui est que le leadership, ce n'est pas quelques patrons à la tête de très grandes organisations, et puis voilà, il faut qu'ils y aillent, et puis tout. Non. Le leadership, c'est tout le monde. Le leadership, c'est tout le monde, c'est déjà le leadership de soi-même, parce qu'en fait, tout ce qu'on est en train de se dire, c'est faire émerger une raison d'être pour soi-même, une finalité hors de soi-même, pour soi-même. Donc, finalement, on commence par être leader de soi-même, ce qui est déjà pas mal. Et puis, à tout échelon de responsabilité, de gestion d'équipe, de direction d'équipe, tout ce qu'on a dit là se vérifie. D'autant qu'on a dit aussi, à la tête d'une grande organisation, le plus grand job d'un leader, c'est de faire émerger des leaders. Donc là, on est aussi dans une notion nouvelle, je pense, de leadership. Il y a un leadership très distribué, très réparti, très collectif. Moi, j'aimais bien prendre l'image du banc de poisson, je l'ai beaucoup utilisé, du banc de poisson dans ma vie précédente. Mais voilà, on a là une notion de leadership qui est en fait un phénomène qui se répercute et chaque leader donne de la force au leader d'à côté et lui donne des ailes. Merci Isabelle. Oui, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Oui, je vais juste rajouter quelque chose qui me vient, pas un exemple en plus parce que je vois que l'heure tourne et tu as probablement d'autres questions, mais un truc qui me parle beaucoup dans ce que vient de dire Isabelle, et ça rejoint aussi ce que les autres ont dit, mais c'est qu'on est, en fait, cette complexité exogène dans laquelle on est, en fait, ne peut que nous encourager à travailler sur un leadership collectif, faire émerger les raisons d'être collectives, et ça suppose quelqu'un parlait d'écoute, ça suppose une capacité d'écoute et de présence et de disponibilité. Et ce que tu disais, Isabelle, d'être en dessous, en fait, en soutien. En fait, c'est simplement que ça ne peut pas, on ne peut pas faire autrement. Il ne peut pas y avoir on ne peut pas rentrer dans un leadership collectif s'il n'y a pas un moment une disponibilité des uns et des autres et une capacité, du coup, à un certain détachement par rapport à son ego. Quand je dis je ne sais pas, eh bien, je crée un espace dans lequel il peut y avoir du collectif qui se crée. Et donc, ça rejoint pour moi en fait, il y a une nécessité de rentrer dans une capacité à gérer du complexe et donc une nécessité à être dans un collectif bien plus fort et donc une nécessité au niveau personnel du leader à mettre de côté son ego, à suspendre la peur à un moment de ne pas avoir le contrôle et accepter une certaine vulnérabilité pour qu'il y ait un collectif qui puisse se souder, qui puisse répondre aux enjeux qu'on fait face. Merci Louis. Alors c'est vrai que j'aurais envie juste de faire un petit zoom sur un chapitre, moi qui m'a particulièrement parlé du livre, entre autres, parce qu'il y en a beaucoup et c'est pour vous inviter à l'acheter et à le lire. Il parle beaucoup de comment bâtir des organisations antifragiles. Alors c'est un terme qu'on entend beaucoup actuellement en management, les organisations antifragiles, les organisations résilientes. On recherche sa propre résilience en tant que leader, celle de ses équipes, mais aussi celle de l'organisation. Et Marc nous donne 5 clés que je trouve particulièrement intéressantes et qui permettent du coup de dresser le portrait de ce leader. Il nous dit d'abord développer une tradition de l'essai, de l'expérimentation, de l'innovation. Deuxième point, l'attitude face à l'erreur, et vous l'avez cité tous, essayer sans avoir peur de se tromper, peur de se planter, et ça c'est vraiment quelque chose de particulièrement important. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'organisations qui ont du mal à faire face parce que les dirigeants ont peur de se tromper, donc du coup ne prennent plus de risques et surtout n'admettent pas leurs erreurs. Le troisième point, et je trouve ça magnifique et vous l'avez illustré, c'est rechercher une forme de générosité. Il n'y a pas de leader sans générosité. Et les exemples que vous venez de nous citer sur la manière dont vous avez laissé passer d'autres devant, pris des risques, c'est vraiment ça, cette forme de générosité. Ne pas avoir peur de donner complètement et d'aimer aussi ses collaborateurs, vraiment. Le quatrième, c'était mettre en place des mécanismes d'incitation pour que les collaborateurs assurent l'alignement entre intérêt individuel et intérêt de l'organisation. Donc, travailler pour que
tous ces éléments convergent. Et le dernier point, c'était accepter la variance, accepter les limites, la fragilité et la grande variabilité des éléments qui sont donnés. Donc, c'était juste un petit zoom sur un chapitre que j'ai trouvé particulièrement intéressant parce qu'aujourd'hui, dans les organisations que j'accompagne, dans les entreprises que j'accompagne, je me rends compte que cette question de la résilience, créer une organisation antifragile est la clé pour faire face à cet environnement incertain. Alors, il nous reste que 5 minutes, malheureusement. J'aurais envie de donner la parole à Isabelle pour conclure. Parce qu'elle a vécu, au moins, ou donner quelques mots, quelques convictions, parce qu'en fait, tu as vécu ce livre à travers Marc et dans la rédaction de ce livre, et tous ces messages qu'il a portés et qui sont vraiment passionnants. Je vous invite vraiment à le lire parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup d'exemples très concrets aussi, qui éclairent la vie du dirigeant aujourd'hui. Mais je voudrais te laisser la parole peut-être pour conclure. Et puis, les panélistes pourront dire un mot, un seul, de ce qu'ils gardent de cette matinée. Écoutez, d'abord, merci pour ces témoignages, parce que ce sont des témoignages vivants, et tout l'objectif de Marc, c'était bien plus que d'écrire un livre en soi. C'est de finalement susciter, mettre en route, provoquer, faire réfléchir, et d'une dynamique qui était faite pour lui échapper. C'est comme ça qu'il le voyait. Au fond, c'est un acte de leadership, là pour le coup, c'est-à-dire que il a vraiment, et je suis témoin de ça, il a vraiment fait un effort très particulier. Pour la petite histoire, cette version est la 3e. Les 2 précédentes ne lui convenaient pas. Il les a emmenées au bout, puis il dit non, c'est pas ça, c'est pas exactement ça, c'est pas encore exactement ça. Et son objectif, c'était finalement de mettre ensemble, de faire des connexions entre des sciences différentes, avec cette idée qu'il développe d'ailleurs dans ce livre, qui est de dire, au fond, l'intelligence, c'est faire des ponts, faire des liens entre les choses. Et ceux qui s'intéressent, vous regarderez l'étymologie du mot intelligence, c'est vraiment ça. En latin, c'est ça que ça veut dire, c'est faire des liens entre les choses. Au contraire, dans l'intelligence, c'est pas la bêtise, c'est le manque de curiosité. Il est au fond très mu par ce désir de prendre des sciences différentes, la science des limites, et il y a maintenant une science des limites climatiques et autres, et les impacts de cette réalité-là. La science des organisations, et merci Fabienne d'avoir remis là un coup de projecteur sur ce sujet. Il y a une science des organisations qui est très étoffée, qui a beaucoup progressé aussi, mais qui au fond n'était pas tellement connectée à la précédente. Et puis une 3e science qui est celle qui est la science humaine, qui est la science du développement personnel, qui est la science du, entre guillemets, devenir soi, certains le disent comme ça. Et son effort, et du coup sa peine, a été de chercher à faire un lien entre ces 3 continents et à en tirer quelque chose qui soit utile et qui nous mette en route. Voilà. Et je vous remercie infiniment de vous être prêté à cet exercice. Et je dis cela pour lui rendre cet hommage appuyé de l'effort intense et en même temps de l'ambition et l'immense humilité avec laquelle il a fait ça, justement pour provoquer le type de débat qu'on a aujourd'hui. Donc, merci pour cette occasion, et je terminais par simplement un mot d'encouragement. Je trouve que c'est un chemin extrêmement intéressant quand même qui est devant nous, et je rejoins absolument ce qu'a dit Stanislas tout à l'heure. Je pense qu'on vit des temps absolument extraordinaires. Je pense que jamais autant qu'aujourd'hui, l'humain ne fera la différence. Jamais. Jamais, parce qu'il se trouve qu'il s'est lui-même mis dans une nasse par tout un tas de mécaniques et de représentations du succès qu'il s'est donné, et nous avons tous contribué à ça, d'une façon ou d'une autre. Et au fond, ce qui va compter, c'est sa capacité de sursaut pour sortir de cette nasse. Donc, cet encouragement, c'est aussi à se faire confiance pour être capable de le faire. Et puis se dire, parce que je trouve que c'est quand même un point positif, que le leadership, c'est anti-rival. Plus il y a de leaders autour de vous, moins c'est difficile de l'être. Donc, parce que ça crée un autre benchmark.
ça crée d'autres points de comparaison. Le premier qui sort du bois prend beaucoup de risques, le second moins. Et donc, ce qu'il faut arriver à provoquer, c'est un mouvement général. C'est pour ça que le leadership, c'est partout, où chacun se forge progressivement ses convictions, se dresse et dit ben, « moi, je vais y aller ». Et à ce moment-là, on peut tous le faire. Merci beaucoup Isabelle, c'est magnifique. Alors pour terminer, je vais demander à chacun juste un mot, une phrase. Un mot, une phrase. Et puis peut-être pour vous qui nous écoutez, nous dire en un mot aussi et une phrase, qu'est-ce que vous retenez de ce webinaire, de cette heure et quart que nous avons pensé ensemble? Qu'est-ce que vous gardez pour vous qui nous avez écoutés ce matin? Merci. Pour moi, c'est l'union fait la force. C'est-à-dire, tu as raison, Isabelle, c'est l'intelligence et le lien. C'est Coluche qui dit sur ton chemin de vie, tu vas trouver des pierres, c'est à toi de choisir d'en faire des ponts ou des murs. Je crois que sur faire des ponts, être en réseau, c'est bien. D'un point de vue personnel, moi je fais partie d'un groupe de prière depuis 30 ans avec mon épouse. Chaque mois, on voit 5 couples et on discute sur les fleurs, les fleurs et les bagages de nos vies, on avance. Et je pense que je fais tout en partie de réseau avec les alumni. Vous savez qu'il y a les YPO qui sont par exemple 30 000 présidents de 142 pays. Et je pense que chez Ashoka ou Réseau Entreprendre, on met des gens d'entrepreneurs en réseau. Toi, Hubert, tu peux nous en parler, tu fais un réseau dans la région nantaise. Je pense qu'être en réseau, c'est ça qui fait notre force. Et c'est du collectif. On n'est pas en concurrence, on est en co-conquête de ces Uncharted Territories. En co-conquête. Merci beaucoup Isabelle, merci Hubert, Bertrand, Louis et Fabienne. Co-conquête. Merci beaucoup Stanislas. Alors, un mot, une phrase. Stanislas a bien déployé, mais juste un mot, une phrase. Et je vois des magnifiques remarques des participants. Allez-y, n'hésitez pas à réagir. Je retiens de cet échange, ça me conforte dans le fait d'aller vers un leadership de la vulnérabilité. Et ce leadership de la vulnérabilité, je pense qu'il commence par accepter de faire l'unité en nous, entre l'ambition, l'humilité, l'être, l'émotion. Et c'est peut-être là que ça commence. Accepter de diriger en étant pleinement nous-mêmes avec toutes les dimensions de notre être, sans avoir peur de dénoter et de prendre des risques. Merci Hubert. C'est difficile après Isabelle, Stan et Hubert d'ajouter quelque chose. Moi, je dirais un peu pour rebondir, être et se dépouiller. On parle de raison d'être et pas de raison de faire. Marc le dit très bien, savoir-être et pas savoir-faire. Et je pense qu'au final, c'est quand même ça qui compte. Et le dépouillement, parce que moi, en fait, c'est le chemin que j'ai fait, que j'ai pas du tout. Un, je ne l'ai pas fait de manière exemplaire, et deux, je pense que le chemin n'est pas achevé. J'ai encore quelques temps, un peu sur mon île, comme Stanislas. Mais pour sortir de ce qu'on a appris dans notre jeunesse, de ce qu'on a appris à l'école, de comprendre que ça n'est pas gravé dans le marbre, qu'on a notre responsabilité pour faire évoluer cette planète et pas juste pour reproduire ce qu'on nous a appris, et donc se dépouiller de tout ça. Et puis comme on a tous plutôt des bons élèves, on a plutôt tous bien appris. Donc voilà, c'est compliqué de désapprendre, mais en même temps, c'est pour dire ce que disait Stanislas et faire référence à l'antifragile, c'est comme ça qu'on va faire du solide. Si tout le monde apprend les choses de la même manière, et si cette manière faillit, ce qui est probablement ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, on a un problème. En revanche, si on construit quelque chose d'un peu divers, là, on renforce le système. Et donc, je pense qu'effectivement, l'union fait la force, et d'avoir été tous ensemble ce matin, c'est non seulement une joie, mais c'était beaucoup de force pour la suite. Merci. Merci Bertrand. Alors Louis. Oui, non, moi, ce que je retiens, c'est en tout cas un désir très fort, justement, de participer à un mouvement dans lequel il y a une bascule sur l'image du succès, sur l'image de ce qu'est l'ambition, parce que c'est ça qui va sous-tendre en fait vraiment un leadership nouveau. Qu'est-ce qu'on cherche véritablement à vivre? Et je crois que ça rejoint ce que disait Hubert, cette pauvreté, afin d'être au service de ce qui émerge dans le collectif. Voilà, et beaucoup de joie. Merci à vous. Merci beaucoup Louis. Alors je vois qu'il y a des magnifiques retours de ceux qui nous ont écoutés. Moi j'aurais envie juste de terminer sur ce mot de générosité. N'ayons pas peur de donner parce que cela produit beaucoup de choses magnifiques derrière. Et je voudrais remercier aussi tous ceux qui sont là aujourd'hui en tant que panélistes, parce qu'un jour ils m'ont donné déjà personnellement pour que je puisse être avec vous aujourd'hui. Et donc voilà, donc le leadership de la générosité.
Je vous souhaite une très belle journée. Il y aura bien sûr un replay de ce webinaire qu'on mettra, je vous enverrai, ou j'enverrai les liens, puisque si vous êtes connecté, vous avez laissé vos adresses mail. Donc, je vous enverrai le lien pour que vous puissiez écouter ce replay. Merci à tous et bonne suite à vous de construire ce monde de la générosité. Merci. Merci à Merci à tous. vous. Merci à tous. Grazie mille.